La bataille fait rage sur le sexe des anges. La société dite inclusive accorde un statut autodéterminé, ce qui est un petit peu un détournement de la signification originale de ce mot qui est passablement oublié des relations internationales, mais c'est une parenthèse. À ceux qui désirent changer de sexe, comme s'ils pouvaient changer la réalité, ce qui est toujours plus pratique que de la comprendre. Mais ça aussi, c'est une parenthèse. Mais en réalité, cette situation est le théâtre d'un énorme sophisme. C'est un de ces fameux moments où les apparences voudraient se faire passer pour des réalités. La réalité n'est pas nécessairement ce qui est visible. Les objets de la réalité ne peuvent être que affublés de propriétés qui dépendent de ce qu'on en fait ou de comment on les voit. Un exemple topique permet de voir comment les propriétés d'un objet dépendent en fait du cadre. Deux lignes droites parallèles ont la propriété de ne jamais se croiser. Ceci est la loi. Mais cela n'est-il encore valable que sur un plan euclidien? Les plans euclidiens n'existent pas dans l'univers, ce ne sont que des représentations mentales, bien que ce soit la première idée qui nous vienne à l'esprit. Si on considère une topologie sphérique, alors les méridiens parallèles obtiennent une nouvelle propriété qui est celle de se croiser au niveau des pôles. Et entre parenthèses, ce n'est pas le cas des lignes équatoriales, celles qui sont parallèles à l'équateur, car ce ne sont pas des lignes droites, puisqu'une ligne droite est le chemin le plus court entre deux points. C'est la raison pour laquelle les avions suivent des trajectoires qui sont géodésiques, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas bêtes, ils ne font pas comme on leur dit de faire sur la carte. Mais c'est une parenthèse. Une topologie est l'expression physique d'un cadre d'analyse, d'une structure, d'un champ ontologique. Tout ça, c'est pareil. Les propriétés qui sont assignées aux objets, c'est-à-dire ici des lignes droites, dépendent intégralement du système d'analyse. Pour autant, aucun de ces systèmes d'analyse n'est plus vrai que l'autre. Que penseriez-vous si on affirmait que deux lignes droites parallèles se croisaient en deux points sur un plan plat? Ou qu'il est strictement impensable humainement que deux lignes parallèles puissent un jour espérer se croiser? Ces scientifiques préhistoriques ne paraissent-ils pas aussi ignorants que prétentieux? Ne peuvent-ils pas s'expliquer gentiment? Quand des propriétés issues de cadres viennent empiéter sur un autre, ça s'appelle un sophisme. De la même manière, quand deux personnes ne parlent pas de la même chose alors que c'est le même sujet, c'est un quiproquo. Énormément de confusion peut être évitée si on s'attache à savoir à quel cadre appartiennent les propriétés qu'on observe. Le piège du sophisme est celui qui consiste à attacher des propriétés d'un cadre ontologique à un autre. Le problème est le même pour de nombreux autres théâtres de rivalité, à commencer par l'opposition entre les hommes et les femmes. Dès le départ, une grande erreur anthropologique a été de séparer la science de la philosophie. C'est la science qui nous permet d'accéder à la philosophie, et à son tour, elle donne du sens à la science. La nature est bien faite, des polarités ne peuvent exister l'une sans l'autre. L'homme et la femme cumulent des compétences qui sont impossibles à combiner en un seul être, car elles sont antinomiques. Pour autant, l'humanité a besoin des deux. Par le fait, toute affirmation suppose un cadre de réalité qui la valide, et souvent la communication ce n'est que ça. On utilise des objets pour parler des structures, et si on n'identifie pas cette structure, ce qui est dit peut être mal interprété. Le sujet qui nous occupe est celui de gens qui se chamaillent pour définir le cadre de réalité qui doit prévaloir. Il s'agit donc d'une guerre des idées. Et aussi stupide que soit le sujet, parce qu'on ne va pas aller chercher bien loin pour générer des guerres, elle peut très bien dégénérer en une apocalypse now, comme ça se voit souvent dans l'histoire. Il y a le clan de celui qui dit qu'il n'existe que deux sexes, et les autres sont juste bons pour l'asile. Ici, le réalisme écrase l'imagination. C'est un monde futile où l'univers n'est qu'un hasard, vide de sens, où tout est ramené à son expression la plus basique. C'est le joli monde des zététiciens qui ne croient en rien et qui écrasent ceux qui ne veulent pas se soumettre à la stricte vérité. Et il y a le clan du « je suis libre de définir la réalité comme je veux ». Et là, nous avons un monde de superstition, de l'irrationnel, de l'insatisfaction perpétuelle, du sectarisme. Et le monde s'atomise en clans rivaux qui ne sont d'accord sur rien. C'est la guerre de tous contre tous, tout le monde souffre et la réalité fait souffrir tout le monde. Oh non, mais je suis pas content. Ouais, mais moi non plus. Oui, mais moi je t'aime pas. Mais il n'y a pas de cadre de réalité qui soit plus réel qu'un autre. N'adopter qu'un seul cadre de réalité pour tout définir facilement et sans problème oblige à rester cloîtré dans une pensée binaire, ce que les deux camps savent très bien faire. Soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous. Citation George Bush, 2001.
Ces deux camps sont cernés par la même logique binaire, et aucun des deux n'a eu l'idée de s'évader de cette prison mentale. Mais, à un moment donné, les faits nous montrent nos limites, et on est un petit peu poussé à réfléchir. La question n'est pas d'imposer une façon de penser, ni de s'énerver contre ceux qui la refusent. Le problème est qu'on a trop tendance à vivre dans un monde où on a délégué ce qu'on a le droit de penser à une autorité, ou du moins à ce qui fait autorité. Et c'est ça le problème. C'est sur cette base qu'a lieu une véritable guerre idéologique pour savoir quelle structure fera autorité et à laquelle tout le monde devra automatiquement, pense-t-on, se soumettre. Une guerre pour obtenir le pouvoir sur ce qu'on a le droit de penser ou pas. Sur un tel terrain de guerre des convictions, la logique et le bon sens ont moins d'importance que d'abattre son ennemi. La bêtise des matérialistes est qu'ils utilisent sans le savoir leur propre subjectivité, tandis que les déterminationnistes, on va les appeler comme ça, n'observent pour seule réalité ce qui ne sont que des symboles de leurs propres idiosyncrasies. Et nous, dans notre petit coin, on affirme délicatement que les objets ne sont pas des sujets, mais qu'ils en deviennent dès lors qu'on leur fait faire quelque chose, et de ceci découle tout ce que nous avons vu. Les objets du monde physique ont l'avantage d'être constatables par tout le monde, prouvables. Mais dès lors qu'un objet est utilisé dans une structure, alors cela relève d'un champ psychologique et de l'idiosyncrasie particulière de la personne qui observe cette réalité. C'est-à-dire que l'objet devient un sujet. Il est futile d'attendre une reconnaissance officielle de ce qui ne sont que des jugements. Pourtant, c'est en s'efforçant de croire cela qu'on a fini par séparer l'homme de la femme, l'humain de la nature, la science de la philosophie, et à faire de celui qui est écrasé par le jugement le sous-produit de l'autre. Les jugements ne sont pas des faits qu'il faut admettre comme s'ils étaient des vérités, sans quoi on finit par considérer les faits comme des jugements qu'il faudrait oublier. Bref, manipulation de masse. Et alors, la seule chose qu'on gagne dans l'histoire, c'est de voir le sol se dérober sous nos pieds. Si un clan se prévaut d'être plus réel que l'autre, il se sent agressé dès qu'il voit que ce n'est plus le cas. Et pourtant, elle est ronde, être capable de considérer les différentes valeurs assignables à un même objet permet de se délivrer des freins dans la recherche de rationalité sans que cela n'empiète sur la recherche de spiritualité. C'est amusant parce que cette guerre des genres est une itération de la guerre des ontologies. C'est ce qui nous permet de supporter la contradiction comme étant le résultat de différentes ontologies, sans pour autant que cela ne vienne annuler la conception qu'on s'est construite. En conclusion, il n'y a aucun lieu de débattre sur le sexe des anges. La façon dont on se voit ne sera la façon dont tout le monde nous voit que lorsqu'on sera tous morts. Mais, en attendant, on a encore tout le loisir de découvrir qui on est vraiment.